une nouvelle vidéo et cette fois il va encore s'agir d'une pile à lire. Oui, je sais, je fais beaucoup de piles à lire et de challenges, mais j'aime bien ça, me challenger, ça me plaît. Et en plus, je ne pouvais pas laisser passer ce challenge dont la première édition a eu lieu l'année passée et qui est totalement à 100% dans les registres de ce que je lis en temps normal. Il s'agit du Romantasy Challenge organisé par Nina Quill, dont je vous mettrai sa chaîne et la présentation du challenge en barre d'infos. Il a lieu en plus sur 2 mois, du 15 février au 15 avril, donc autant dire qu'on a de la place et que ce challenge, contrairement aux 2 autres que je vous ai présentés avant, je suis à peu près sûre de le réussir, même si je me suis mis beaucoup d'anglais. Le Romantasy Challenge, en quoi ça consiste? C'est assez clair. On doit lire de la romance dans du fantasy ou du fantastique. Donc, on est complètement dans les 2 genres préférés avec le sous-genre de la romance que j'adore. En plus de ça, Nina met vraiment des catégories qui sont chouettes. Et il y a des livres qui pourraient rentrer dans plusieurs catégories à la fois. Mais bon, on joue le jeu à fond, on met un livre par catégorie. Pour commencer, la première catégorie, c'est Enemies to Lovers. Ennemis à amoureux, pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais je pense quand même que c'est assez simple à comprendre. Et je me suis donc amusée à me mettre une jolie petite brique en VO. A Court of Mist and Fury, le 2e tome d'Acotar, la saga d'un palais d'épines et de roses, en français, de Sarah J. Maas, dans l'édition Bloomsbury, avec mes dust jackets de A Touch of Magic Design. Celles-ci, elles sont faites par Dominique Wesson. Et il est en VO parce que, après avoir lu toute la saga en VF, j'ai décidé de la relire en VO avec mes belles dust jackets, tout simplement. Donc je suis sur le tome 2 et il convient aussi très bien. Le premier tome comme le 2e tome conviennent très bien pour la catégorie Enemies to Lovers. Est-ce que je fais l'affront de raconter encore une fois ce que Acotar est? Juste le tome 1, alors vite fait. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, dans un univers inventé. On a un énorme continent, avec une petite partie qui est pour les mortels, avec un mur, et l'autre partie, c'est les fae, et les grands seigneurs fae. Et Faera, une jeune humaine, chasse pour nourrir toute sa famille, ses 2 sœurs, son père, c'est la seule à nourrir la famille. Et un jour, pendant l'hiver, il manque de nourriture, elle va monter plus haut, presque jusqu'au mur. Très peu d'humains y vont parce qu'on dit que les fae, c'est un peu des monstres, ils font du mal aux humains, parce qu'il y a eu une guerre il y a très longtemps en arrière, il y a beaucoup de préjugés qui restent là-dessus. Pendant cette chasse, Faera va tuer un loup, et il s'avère que c'était un fae. Et le lendemain, il me semble que c'est le lendemain, un grand fae se présente sous forme de bête, d'où la réécriture de La Belle et la Bête, en disant « Vous avez tué un fae, une vie pour une vie, la personne qui a tué le fae doit venir avec moi ». Donc Faera, elle croit qu'elle va mourir, mais en fait pas du tout, c'est juste une vie pour une vie. Elle doit en quelque sorte remplacer la personne qui est décédée, c'est tout. Alors elle va être dans ce château, elle va être dans sa demeure pendant quelques temps, et après je ne veux pas trop vous en dire. La fin du premier tome n'est plus du tout sur La Belle et la Bête, hein. Je préviens. Et dès le tome 2, Sarah J. Maas nous retourne l'esprit sur toute autre chose. Mais on reste sur du Enemies to Lovers, donc ça rentre très bien. Et d'ailleurs, je l'ai aussi mis, si vous vous souvenez bien, dans le mois de la romance, me semble-t-il, et aussi dans le Disney Book Challenge. Il me semble que je l'ai mis dans les 3 challenges. Je le lirai fin février, du coup. Deuxième, créature surnaturelle. Alors, pour l'instant, je n'ai pas le livre parce qu'il sort dans quelques jours seulement. J'espère que ça ne va pas mettre trop de temps à arriver parce que je l'ai pris chez un libraire anglais, une grande chaîne de librairie anglaise. Il s'agit de Crescent City, le tome 2, en VO, Who's of Sky and Breath de Sarah J. Maas, encore une fois. Et je ne l'ai pas pris sur Amazon parce que je voulais le relier, le hardback. Je l'ai pris tout comme mon amie Amélie avec qui je vais le lire en lecture commune. On l'a pris chez des libraires spécialisés, moi, en l'occurrence un libraire, une chaîne de librairie anglaise. Je ne sais pas combien de temps ils mettront pour le livrer parce que Sarah J. Maas, pour ce tome en tout cas, a mis des chapitres bonus. Il y en a en tout cas 2 différents. Et justement, dans la librairie où je l'ai pris, j'aurai un chapitre bonus avec Bryce et Hunt. Et je sais qu'il y a une autre version, je crois que c'est pour le Canada, qui aura un chapitre bonus avec, si je vous dis pas de bêtises, Run. Et encore une autre version
avec le chapitre bonus sur Tyron, je sais plus comment on dit. Bref, un sirène. Toutes les chaînes de livres, toutes les chaînes de librairie, il y en a 3 ou 4 différentes, n'auront pas les mêmes éditions et Amazon n'aura aucun des chapitres bonus. Si on veut vraiment les chapitres bonus, il faut aller chez des libraires spécialisés. Sarah Jimas nous avait mis la liste sur son Instagram. Quelle chaîne de librairie proposerait quelle édition? Donc Crescent City, là on est totalement dans créatures surnaturelles, parce que dans Crescent City on a des anges, des archanges, des anges déchus, des humains, des faées, des sorcières, des sirènes, des sliefs, des métamorphes, loups comme autre chose. La liste est longue, j'ai dû en oublier au passage parce que c'est un univers varié. Mais on est dans un monde fantasy, certes, mais d'inspiration pour la ville de Crescent City, un peu, moi je compare ça un peu à une sorte de New York, la ville de Crescent City, avec le côté surnaturel en plus. On est vraiment avec des ordinateurs, des téléphones portables, les tablettes numériques, tout ce que vous voulez. On est vraiment comme dans notre monde, mais fictif. Et on y suit en fait Bryce, qui est une mi-humaine, mi-faée, avec, bah là du coup comme on est dans le tome 2, avec Hunt Altar, un ange déçu. Je ne vais pas vous en dire plus vis-à-vis du premier tome. Voilà, jusque dans le premier tome, ces 2 êtres que tout oppose ont été réunis pour résoudre une affaire de meurtre, pour trouver le coupable du meurtrier de la meilleure amie de Bryce, Danica, et de la meute qu'elle gouvernait à l'époque, quelques années avant ça. Et suite à ça, il y a des nouveaux meurtres qui sont commis et on demande à Bryce de l'aide puisqu'elle connaissait très bien la meute et surtout Danica. De quoi va parler le 2e tome? On peut avoir des pistes une fois qu'on lit le premier tome, mais ça reste encore assez flou. On sait, moi je suppose qu'on va parler de Hunt aussi, mais on verra bien. J'espère que je vais le recevoir assez rapidement d'ailleurs. 3e catégorie de ce challenge, c'est cartes. Et là, je me suis mis encore un livre en anglais. Non, mais en ce moment, les livres en anglais, ça carbure. J'ai mis Throne of Glass, le 2e tome de Sarah J. Maas, toujours. C'est bien 3 premières catégories du Sarah J. Maas. Toujours en VO. Et c'est Crown of Midnight, le tome 2. Parce qu'au début des Keleana, en français c'est Keleana, c'est la saga Keleana, on a une carte. Donc ça fonctionne. Est-ce que je dois résumer Keleana ou Throne of Glass en VO? On y suit Keleana, une jeune femme très très jeune, était la meilleure assassine du royaume d'Aldaran. C'est bien, il n'y a pas de résumé, j'arrive jamais à dire le titre. Aldaran, on va dire, hein. Vous m'excusez, c'est pas tout à fait juste. Et elle a été emprisonnée, elle s'est fait prendre. Le roi a assisté à son procès, elle a été emprisonnée dans les mines d'Andovier, où on ne lui accordait pas le droit de mourir. Elle y a été pendant 1 année, jusqu'au jour où Shaol, le chef de la garde royale, débarque. Elle croit que ça y est, c'est son heure, on va enfin lui accorder la paix de l'âme, mais non. Elle est conduite devant le prince Dorian, le fils du roi donc, qui lui explique que son père organise un tournoi pendant plusieurs mois, semaines, même mois, et qu'à la fin, il n'y aura plus qu'un seul champion, qui deviendra le champion du roi. Il appelle ça comme ça, hein, mais c'est grosso modo une personne qui fera son sale boulot, c'est-à-dire tant que le roi veut voir mort, assassiné parce que soit ils embêtent le roi, soit simplement parce que le roi ne les aime pas, cette personne sera là pour faire le sale travail en douce. Et donc Dorian lui propose d'être sans champion pendant ce tournoi, puisque chaque noble peut choisir un champion. Keleana représentera Dorian. Et Keleana accepte, parce que après 4 ans, je crois qu'elle négocie 4 ans au service du roi, si elle gagne, alors le roi lavera le nom du champion, que ce soit un mercenaire, une tueuse comme elle, un voleur, qu'importe, il lavera le nom du champion. Et ce dernier pourra faire tout ce qu'il veut, enfin il pourra vivre sa vie, et en l'occurrence Keleana, elle aspire qu'à une chose, c'est à partir du royaume et à recommencer à zéro, à arrêter de tuer, surtout après avoir été 1 année dans les mines, la liberté, voilà. Donc elle accepte, mais ça c'est le tome 2. Ce que je vous ai raconté, c'est le tome 1. Mais comme ça, voilà, je ne peux pas trop vous en dire. On est bien sûr dans un royaume complètement inventé, de fantasy. On a des faées, et pour l'instant on n'a pas trop de magie, mais je pense que ça va revenir. Voilà, c'est les seules choses que je peux vraiment vous en dire. Pour pas trop spoiler, c'est toujours ça, j'ai toujours peur de spoiler quand je résume.
En quatrième, un graphique. Alors ça, je ne l'ai pas encore. C'est pour ça que j'ai attendu un peu pour faire ma pile à lire, mais malheureusement, j'ai toujours pas tous les livres. Parce que j'en achète que 2-3 par mois en ce moment. Et je me suis choisie pour graphique, parce que j'avais vraiment pas d'idée. Je suis pas manga du tout. J'ai essayé, c'est pas mon truc. Je réessayerai peut-être, mais là, en l'occurrence, j'en ai pas. Et les BD, j'en ai pratiquement plus non plus. J'ai juste une BD sur la forêt de Brocéliande. Ça rentre dans le fantasy, je pense pas que ça rentre dans le fantasy. Donc j'étais un peu coincée. J'ai finalement trouvé, je me suis dit, je vais me lire L'Or Olympus de Rachel Smith, qui est paru chez Hugo. C'est une BD donc. Et c'est basé sur la mythologie grecque. Et si je vous dis pas de bêtises, vu qu'on en entend pas mal parler, c'est sur la réécriture de Perséphone et Hadès. En ce moment, il y a beaucoup de réécritures autour de Perséphone et Hadès. Mais moi, dès que ça touche à la mythologie grecque, vous me dites juste mythologie grecque tout court. Et là, en plus, amour, Perséphone et Hadès. Et moi, je prends. Donc, moi, je me suis dit, ça rentrera très bien dans la catégorie. Il faut que je me le prenne à la fin de ce mois. En cinquième, nous avons la catégorie une femme badass. Là, j'avais le choix. Déjà, rien que dans ce que je vous ai présenté, c'est toujours des femmes badass. Mais je me suis mis un livre que je viens de m'acheter, que j'ai aussi mis pour le mois de la romance. Il s'agit de Honora, le tome 2, de Charlie Faro, qui est un auto-édité avec Amazon. Alors, dans Honora, on y suit une jeune femme, on est dans notre planète, mais dans une version future de notre planète. Il y a eu une comète, une météorite, il y a quelques années de ça, et depuis, il y a des choses qui ont changé. Notamment le fait qu'il y a très peu de naissances de femmes. C'est devenu une denrée très rare, même les bébés en général, mais les femmes encore plus. Et du coup, on les protège vraiment beaucoup, et on cherche aussi à les kidnapper éventuellement, puisqu'elles sont rares et qu'elles sont utiles pour la reproduction. Et en fait, Honora est élevée par ses parents. Chacun élève son enfant comme il veut. Les parents d'Honora ont choisi de la mettre dans une cage dorée. Elle a une magnifique chambre, une salle de bain, un dressing, mais elle n'a le droit de sortir que 2 fois par jour, 30 minutes. Si je me rappelle bien du tome 1, c'est 30 minutes. Ce qui fait 1 heure par jour, sous bonne garde. Sinon, elle ne voit que ses parents et un jeune homme qu'elle apprécie bien. Je crois qu'il vient lui donner à manger ou quelque chose comme ça. Elle ne voit personne d'autre. Ils ont décidé de la mettre dans une cage en or pour la préserver, pour éviter qu'elle soit kidnappée par donc, des gens qui cherchent aussi à les kidnapper pour faire des reproductions, etc. Et un jour, ses parents lui annoncent qu'elle va donc se marier à Warren. Et dès qu'elle rencontre Warren, elle sent qu'il y a des choses avec Warren d'étrange. Il a un double comportement. Par moments, il va être très froid, distant, mystérieux, un peu sauvage et tout. À d'autres moments, il va être très doux, très tendre, très gentil, ou mettre en garde, etc. Bref, elle ne sait pas sur quel pied danser avec lui, mais elle n'a pas le choix. Même si elle voudrait ne pas l'épouser, elle ne peut pas faire ce déshonneur à sa famille, d'autant plus que Warren est un chef de clan, comme elle découvre. Et elle va l'épouser. Et quelques temps après l'avoir épousé, elle va découvrir qu'il n'est pas simplement Warren. Là, on ne le voit pas sur cette couverture parce qu'on voit 2 petits crocs. Je pense qu'on va parler de vampires dans ce livre-là. Mais Warren est un loup-garou. Je ne pense pas vous spoiler, c'est sur la couverture du premier tome, donc on s'en doute. C'est un loup-garou et moi j'aime bien en parler parce que j'ai adoré les loups-garous que Charlie a créés. C'est pas le classique loup-garou qui va se transformer en loup-garou et qui est la même personne. Ces loups-garous ont 2 personnalités distinctes, se partagent le même corps. C'est même pas une personnalité en version humaine et une personnalité en version loup. Non, c'est-à-dire que loup, ils appellent vraiment comme ça, peut prendre le contrôle humain de Warren, comme Warren peut très bien avoir le contrôle quand il est en forme de loup. Ils se partagent vraiment un même corps dans 2 âmes en fait. Et ils ont chacun leur propre caractère, leur propre sentiment, ce qui fait que c'est pour ça que Warren est si étrange avec Honora, parce qu'il y a des... Ils ne sont pas tout à fait d'accord, Lou et Warren, mais après je ne veux pas en dire plus. Donc voilà, dans le premier tome, on suit Honora dans son début de vie de femme, qui devient une femme chef de clan, puisqu'elle se marie à Warren. C'est assez... alors il est... Je ne sais pas s'il y a des trigger warnings. Je ne sais plus s'il y a des trigger warnings. Je regarde. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, il y en a. Parce que dans le tome, vu que j'ai lu le premier tome, je me rappelle,
Il y a plusieurs trigger warnings, mais j'ose pas vous les dire, je ne vais pas vous spoiler. Mais il y en a. Si vous êtes intéressé par cette saga qui sera en 4 tomes, c'est le deuxième ça, je peux venir en commentaire ou en privé, je vous dirai. Mais il y a des trigger warnings parce qu'il y a des scènes vraiment pas faciles dans le premier tome. Et vu ces scènes, je pense qu'on va continuer sur ça dans le deuxième tome. Mais moi j'ai vraiment adoré. Ensuite, en 6e catégorie, nous avons un auteur ou un personnage de couleur. Et alors là, j'ai aussi galéré. Il y a quelques temps, si ce challenge aurait eu lieu il y a 3 mois en arrière, j'aurais eu Rosen le tome 2, Laetitia Danae, j'aurais eu aussi Le Chant des Sans-Repos, mais gentiment, j'en ai plus. J'en ai plus, je cherchais là, les autrices, les auteurs, j'allais sur leur page, là, un livre addict, j'allais voir leur tête, j'allais voir leur nationalité et tout, puisqu'on a les nationalités en dessous, et je trouvais pas mon auteur. Jusqu'à ce que R11 d'or, j'espère que je le dis juste, qui est une autrice auto-éditée, publie sur son Instagram la liste de ses romans parus, en auto-édité donc, qui peuvent figurer dans le Romantasy Challenge. Et j'ai été plus que ravie de découvrir que la campagne Ulule pour laquelle j'ai financé, qui va sortir prochainement, L'ours et la renarde en intégralité, magnifique livre, je vous mettrai la photo par là, il va être avec des dorures et tout, ça va être vraiment magnifique. Et elle a mis ce livre allant pour la catégorie auteur ou personnage de couleur, et il me semble qu'elle l'a mis aussi pour LGBT, mais je ne suis pas sûre. Donc je suis plus que ravie, puisque j'ai très envie de lire cet auto-édité pour lequel j'ai participé, forcément. Donc ça résout une catégorie. En 7, LGBTQI+. Alors là, j'ai cherché un petit moment, puis après je vais regrouper avec le challenge du Disney Book Challenge et le mois de la romance. Donc je lirai ça fin février. Et j'ai décidé de lire un favori de Nina. En plus, c'est un favori de Nina, que j'ai commencé l'année passée la saga pendant son challenge, il me semble. Et il faut que je continue. Le Clan Bennett, le tome 2, que je vous mettrai par ici, de T.J. Klune, qui est paru chez MXM Bookmark. Alors là, on est sur un MM, donc c'est pour ça que ça correspond très bien. Le tome 2 va parler de Gordon et Mark. 2 personnages. Gordon est un mage, magicien, quant à Mark, lui, c'est un loup-garou. Pour vous résumer le tome 1, uniquement le tome 1, on est sur un jeune garçon, Ox, qui vit seul avec sa maman suite à l'abandon de son papa. Et un jour, il y a des voisins qui viennent vivre dans la maison d'à côté. Il va sympathiser avec eux, et y compris surtout avec un petit garçon, Joey, plus petit que lui en âge. Ils vont devenir d'abord amis, meilleurs amis, et plus l'histoire va évoluer, plus ils vont devenir proches pour finir par être des âmes sœurs. Et cette famille Bennett qui vit à côté de chez lui est une famille de loups-garous, avec le papa qui est le chef de clan, l'alpha. Et Ox, puis plus tard sa maman, vont être intégrés à cette meute. On va découvrir que Ox découvre que Gordon est un mage, magicien, qu'il était lié à une époque à la famille Bennett. On sent qu'il s'est passé des choses avec Mark, et ce tome leur est consacré. Donc on va voir, est-ce qu'on va être un peu au présent, est-ce qu'on va être un peu au passé? Je pense quand même, parce que voilà, leur histoire elle commence il y a des années avant et elle continue maintenant. On sent qu'il y a eu des choses, donc j'ai vraiment hâte de continuer et de voir ce que ça va nous réserver. Ensuite, en 8, belle couverture. Là, il y a beaucoup de livres qui ont des belles couvertures, mais j'ai choisi, et j'espère qu'il arrivera à temps, normalement oui, on en a discuté il y a quelques jours, j'ai choisi Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 1.2, Candeur de la Rose, de Yelena. J'ai participé à la campagne Ulule pour Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 2.2 en fait. Il y a plusieurs mois en arrière de cela. C'était donc une campagne Ulule, mais il y avait plusieurs packs. Et un des packs, c'était de choisir si on voulait commencer avec le premier, le 1.1. Et moi, j'ai choisi de le prendre en relié, en plus, donc en toc-toc, belle édition hardback. Je l'ai reçu, j'ai tout de suite craqué dessus, j'ai trouvé magnifique. Et je viens en plus de le lire dans le cadre du Cold Winter Challenge. J'ai vraiment adoré cette lecture, vous aurez mon avis dans quelques temps. Et suite à ça, une fois que je l'ai reçu, je me suis dit, mais mince, pourquoi je n'ai pas commandé le pack des 4 tomes 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2. Pourquoi je ne les ai pas tous commandés? Bon, parce que c'était des reliés, des jolies chatoyances dessus et tout.
Et donc, ça faisait un certain budget en fait, de prendre les 4 d'un coup. Et à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas. Par contre, ben, il y a quelques temps, Yelena a annoncé sur son Instagram qu'elle allait mettre sur son site internet en vente plusieurs packs, y compris plusieurs packs complets. Donc, j'ai racheté le pack complet. Je vais garder mon premier tome qui est en plus dédicacé par Yelena personnellement. Je remettrai en vente le tome 1.1 puisque je l'aurai en double. Et normalement, ça devrait arriver prochainement. Donc, vu que le challenge dure 2 mois, ça devrait jouer pour cette belle couverture. Alors, dans les Chroniques des Fleurs d'Opale, on est dans un royaume totalement inventé de fantasy, où on y suit en fait Diftil, qui est une jeune femme, qui a des origines, il y a en fait 2 royaumes qui sont en guerre. Et Diftil vient de l'autre royaume, et quand elle était enfant, avec son frère, elles ont dû fuir leur village, qui a été ravagé par les humains. Ils ont été séparés. Diftil a trouvé refuge en écoutant le bruit de cloches dans un village humain qui était pas loin de la frontière. Et au lieu de lui faire du mal, le prêtre et la nonne qui étaient dans cette église ont vu qu'elle avait une marque sur son front, qui est une marque différente que son peuple a. Normalement, ils ont des marques sur les bras, et elle ne les a pas. C'est la seule à avoir cette marque sur le front. Et tout de suite, on lui dit qu'elle est en fait la déesse, qu'elle est en fait une déesse. Et Diftil a du mal à y croire et tout, mais elle est du coup prise en charge dans ce monastère, dans cette église, dans ce monastère. Elle est élevée purement, etc. Dans l'optique, on ne sait pas bien ce qui va lui arriver, elle non plus, mais on lui dit que c'est une déesse. Donc voilà, on la vénère en quelque sorte, on la surprotège encore une fois. Mais un jour, son frère débarque, alors qu'ils sont adultes, jeunes adultes, il débarque. Il l'a enfin retrouvée, ça fait des années qu'il la cherche. Et il lui dit qu'il faut qu'elle s'enfuit avec lui. Il lui montre par A plus B que le prêtre n'a pas de bonnes intentions. Le prêtre va la vendre au roi des humains. Et apparemment, il veut lui faire quelque chose, c'est pas très clair. Mais plus tard, on va comprendre qu'en fait, le sang d'une déesse a des vertus. Et le roi veut certainement faire quelque chose avec son sang. Donc elle va s'enfuir avec lui. Et elle s'enfuit avec Astiran, qui est son meilleur ami depuis l'enfance. Le seul garçon qu'elle arrivait à approcher en douce, les sœurs ne le savaient pas, et on découvre assez vite qu'Astrian et elle sont amoureux. C'est pour ça que je l'ai mis dans le Romantasy Challenge, même si c'est de la romantasy, mais vu la fin du tome, 1.1, je sais pas. Mais je l'ai mis quand même, parce que ça reste de la romantasy. À la base, le tome 1, c'est de la romantasy. Ensuite, en 9, nous avons anglais ou traduit de l'anglais. Alors là, ça n'a pas été très compliqué non plus, puisqu'il y a une très grosse sortie que j'attends avec impatience, qui est le 4e tome de From Blood and Ash, Le sang et la cendre, en français, de Jennifer L. Armentrout, qui s'appelle The War of Two Queens, et qui sort dans le mois de mars. D'ailleurs, Jennifer L. Armentrout n'arrête pas de vous donner très envie sur son Instagram. Si vous n'avez pas lu juste le tome 1, n'allez pas voir, parce que tous les 2-3 jours, elle poste des phrases du tome 4. Ça me donne encore plus envie. J'ai eu un énorme coup de cœur sur toute cette saga, mais vraiment, quel univers elle nous a fait là. Je ne sais pas si c'est pas en train de détourner à Cotard pour moi. Je vais essayer de vous résumer pour le tome 1. On y suit Poppy, qui est l'élu des dieux, la pucelle. Bon, c'est comme ça qu'ils ont traduit en français. C'est un peu exagéré, pucelle. C'est pas faux, mais voilà. Elle sait qu'elle va faire une ascension différente des autres nobles de son royaume, mais personne, soit les gens ne savent pas exactement ce qu'elle va faire comme ascension, soit on refuse de lui dire. Donc Poppy se pose plein de questions sur son ascension, elle a peur même de mourir pendant cette ascension, qu'on l'offre aux dieux dans ce sens-là. Et en plus de ça, Poppy vit dans une cage dorée, elle aussi. Non mais décidément, tous les personnages vivent dans des cages dorées, dans les livres que je veux lire. C'est-à-dire qu'elle vit voilée. Il n'y a que... Oui, ça fait 7 personnes. Personne d'autre n'a le droit de la voir sans son voile. Elle n'a pas le droit de parler aux autres gens, les autres gens n'ont pas le droit de lui parler non plus, et elle n'a pas le droit d'être touchée non plus par qui que ce soit, à part par Taney, quand elle va la coiffer, etc. Mais elle n'a pas le droit de lire certains types de livres, en fait beaucoup, pratiquement tous les livres, seulement les livres sur l'histoire du royaume, grosso modo c'est ça. Elle n'a pas le droit de boire non plus, vous imaginez, elle n'a pas le droit techniquement de monter à cheval non plus, bref, elle est dans une cage dorée. Mais Poppy, elle est plus que ça, elle veut plus que ça. Ça fait déjà des années que Poppy s'entraîne au combat
en douce, et qu'elle se pose des questions sur les ascended, je ne sais plus comment on dit en français, qui sont les gens du peuple de Solis, les nobles surtout, qui ont fait l'ascension. Ils se transforment alors. Mais Poppy se pose toutes ces questions, Poppy veut vivre et Poppy fait des fois des choses en douce. Et dès le début du tome, elle est en train d'aller en douce dans une auberge. Et elle va rencontrer dans cette auberge un garde qu'elle a déjà vu comme d'autres jeunes femmes dans le château, parce que c'est un garde vraiment qui est attribué à la garde du château. Il s'est fait remarquer dès qu'il est arrivé de la capitale, parce qu'il est super canon, tout ce qu'on veut. Et Poppy va faire des petites choses avec. Je vous spoil rien, c'est dans le résumé, c'est au début. Et après, manque de bol, quelques jours plus tard, il va lui être attribué comme garde personnel. Et c'est à partir de là où les choses commencent à devenir intéressantes, c'est qu'elle se demande est-ce qu'il va me reconnaître à ma voix, parce qu'elle était cachée, elle avait un masque pour se cacher. Mais elle lui a parlé, donc est-ce qu'il va me reconnaître à ma voix, est-ce qu'il va me dénoncer au duc, qu'est-ce qui va m'arriver si c'est le cas, s'il ne le fait pas, pourquoi? Et à partir de là, beaucoup de questions vont se poser, des trames de politique. C'est un univers très riche, franchement, j'ai adoré. Et c'est tellement plus que ça. De tome en tome, on découvre des choses, voilà. Donc j'ai mis le tome 4 de From Blood and Ash, que le mois de mars arrive très vite. Et la dernière catégorie, la 10e, favori d'un booktuber. Donc j'ai choisi Nina. Étant donné que j'ai déjà lu certains des favoris qu'elle propose ou que j'en ai déjà mis, mais que j'ai en anglais une relecture que je fais, que j'ai découvert grâce à Nina l'année passée, je me suis mis le tome 2 de Prince Captif, Captive Prince en VO. Prince Gambit, donc, de C.S. Pacat. Je l'ai lu l'année passée, j'ai commencé d'ailleurs pour le challenge de Nina l'année passée en VF, et j'ai tellement eu un coup de cœur sur cette saga que j'ai décidé de la relire en VO. J'ai déjà lu le tome 1, donc là je me suis mis le tome 2, et je crois que je l'ai mis d'ailleurs pour le challenge romance, le mois de la romance, et pour le Disney Book Challenge. Donc je lirai fin du mois de février. Dans Prince Captif, on est dans un univers de fantasy, mais qui peut être comparé au nôtre. Il y a, je sais pas, à l'époque un peu romaine, on va dire ça à peu près, à cette époque-là. On suit deux royaumes où clairement le royaume d'Achelos est inspiré un peu de Grèce et le royaume de Ver est un peu inspiré par la France, avec des prénoms comme Laurent, Damianos d'Achelos, voilà. On est un peu sur des inspirations françaises et grecques. On y suit en fait deux princes, mais surtout on est du point de vue de Damianos, l'héritier d'Achelos, qui va se faire trahir par son demi-frère bâtard Castor. Lorsque leur père meurt, Castor, aidé de certains hommes qui lui sont fidèles, font emprisonner Damen, font croire qu'il est mort et le font leur passer comme un esclave au royaume de Ver, et il l'offre carrément en cadeau à Laurent de Ver, le prince du royaume. Et Laurent déteste déjà Achelos, mais il déteste surtout Damianos, dit Damen, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années entre Damen et le frère de Laurent, qui fait que Laurent déteste Damen. Et on lui dit, oui, ben voilà un esclave, et puis pour te faire plaisir, on a décidé de l'appeler Damen, comme ça ton esclave sexuel, si tu veux le torturer, tu peux penser à Damianos d'Achelos. Damianos il est mort, hein, mais voilà, t'as cet esclave, il te fera penser à lui. Sauf que c'est pas un esclave, un vrai de vrai, c'est Damien. Et Damen va devoir vivre là-dedans, découvrir à quel point le royaume de Ver est pourri, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, et rester en vie, ne pas se faire découvrir ni par Laurent, ni par les autres du royaume, parce que tout le royaume veut la tête de Damen, de toute façon. Alors, le premier tome, il est dur à passer. Tout le monde le dit, et il faut vraiment le savoir, le premier tome, il y a des trigger warnings très durs. Vous avez bah déjà, c'est un MM, donc si vous n'aimez pas ça, ça ne va pas vous plaire. Mais en plus, vous avez des viols, vous avez de la violence, vous avez de la pédophilie. Voilà, c'est pour vous citer. Alors, c'est très dur, mais c'est nécessaire. Ce premier tome est nécessaire pour pouvoir aller sur le deuxième et sur le troisième, pour comprendre les intrigues politiques, pour comprendre le cheminement que Damen et Laurent auront vis-à-vis des esclaves sexuels, de l'esclavage tout court même, pour faire évoluer les choses. Parce que voilà, à un moment donné, dans cette saga, Damen, il le dit, quand il sera roi, il va faire changer les choses parce qu'il l'a vécu lui-même et il veut plus de ça. Et puis Laurent, en fait, il n'est pas vraiment pour. Hein.
Après, je ne veux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que le premier tome est très, très dur. Beaucoup de monde le dit. J'ai conseillé ce livre sur plusieurs groupes Facebook, etc. Certaines personnes ont écouté mon conseil, et même s'il y a eu des scènes dans le premier, en effet, où elles étaient là, bon qu'est-ce que je lis là? C'est glauque, c'est gore, elles sont passées par-dessus. Et dès le deuxième tome, dès même la fin du premier tome, elles ont commencé à dire ah oui, les intrigues politiques, les enjeux entre les royaumes et tout, les coups fourrés, c'est super intéressant. Et elles finissent la saga en disant mais c'était génial parce qu'il y a énormément d'intrigues politiques, il y a même énormément de coups fourrés, de retournements de situation. Laurent est un gars super intelligent, Damien c'est la force brute, mais très tactique aussi. Mais il faut passer le premier tome. Après, il y en a qui n'arrivent pas à passer le premier tome, qui restent coincés, qui abandonnent la saga, hein, je peux comprendre. Mais il faut... Voilà, ça en vaut le coup. Franchement, ma mère l'a lu. J'ai mis du temps au début, quand je lui ai passé ça, puis qu'elle a compris que c'était un peu guerre. Elle me dit, ouais, mais tu sais que la guerre, c'est pas trop mon truc. Et puis en plus, elle me dit, en plus, tu me mets un truc entre deux mecs. Tu sais que c'est pas trop mon truc non plus, ce genre de récit. Donc de la guerre, des trucs de politique, des trucs entre deux mecs. Je dis, mais vas-y, lis-le. Et là, elle l'a fini aujourd'hui, justement, la saga, où elle va la finir demain matin. Et en fait, plus elle avançait, plus elle me disait, c'est sympa ton truc. Parce que le côté politique, le côté intrigue, les retournements de situation sont addictifs, donnent envie et sont bien pensés. Mais il faut passer le premier tome. Et voilà pour cette pile à lire de ce challenge. Après, il y en a d'autres éventuellement qui se rajouteront. Je pense notamment à Witch and Gods. Par contre, je ne sais pas, de Livestone, je crois que c'est ça. Parce que je dois de toute façon le lire au mois de mars, vu qu'il est dans mon challenge 12 mois, 12 livres. Il y aura peut-être aussi le spin-off de From Blood and Ash, parce qu'apparemment, il faut le lire avant de lire le tome 4. J'ai vu une vidéo, c'est celui qui l'a... Dans sa pile à lire du Romantasy Challenge, elle l'a mis en disant bien, il faut le lire avant que le tome 4. Avant de lire le tome 4. Donc, possiblement, ça va s'ajouter encore à tout ça. De toute façon, je dis 5 ou 6 livres par mois, donc là, il y en a 10 sur 2 mois. Donc, je sais que je vais assurer ce challenge-là, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a qui sont dans votre pile à lire ou que vous avez déjà lus. N'hésitez pas non plus à me dire si vous participez au challenge, à me laisser votre vidéo si vous en avez fait une, ou alors en commentaire les livres que vous avez choisis pour votre palle. Moi, j'adore discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour les petits contenus. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!